Bien, bonjour à tous. Avant de commencer, je vais faire deux petites annonces. La première pour vous dire que le cours suivant, le dernier cours, le 6e cours, n'a pas lieu la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Donc ne venez pas dans une semaine, il n'y aura pas cours, mais seulement dans 15 jours. Et je terminerai avec un cours donc, sur l'application de tout ce qu'on a appris sur l'impact du langage dans différents domaines dans le contexte des mathématiques. Qu'est-ce qui se passe en mathématiques? Est-ce que le langage nous aide? Et dans quelle mesure il nous aide? Et dans quelle mesure les variations interlangues affectent les mathématiques? Deuxième annonce, n'oubliez pas de bien garder le masque tout au long de cette séance. Moi, j'ai le droit de l'enlever, je suis le seul. Je prends un petit risque, mais vous en prenez tous. Essayons de minimiser ce risque et en particulier, alors coupez vos téléphones portables, merci, ça c'est la meilleure chose à faire. Et puis surtout, donc, gardez le masque sur le nez, parce qu'un masque qui est en dessous du nez, ça ne sert rigoureusement à rien. On avait vu ça la semaine dernière. Par contre, si vous portez le masque, il y a en tout cas une hypothèse qui est que la charge virale est très diminuée. Donc même si vous êtes exposé au virus, je ne vous souhaite pas. Merci de couper vos téléphones. Il semblerait, c'est une hypothèse encore, que la maladie que vous pourriez faire serait en tout cas très atténuée. Donc le masque, de ce point de vue-là, est une excellente chose. Voilà, fin de la parenthèse. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'impact du langage sur l'apprentissage chez le jeune enfant. Et nous allons passer finalement à un chapitre beaucoup plus fondamental peut-être que les autres. Dans les chapitres précédents, j'avais parlé de l'impact de la langue, c'est-à-dire d'une langue particulière, du fait que le russe, par exemple, possède deux termes pour dire bleu, alors que nous n'en avons qu'un seul, sur la perception, et on avait parlé aussi de l'impact de la langue sur les concepts. Mais on avait vu que ces variations interlangues sont assez minimes, qu'elles surviennent dans un contexte où il y a quand même une très grande universalité, par exemple des frontières possibles entre les couleurs et des noyaux des couleurs, et même chose pour les concepts. On avait vu qu'il y avait en fait la sélection parmi tous les concepts que l'on peut nommer d'un certain nombre qui sont choisis dans une langue donnée et que ça affecte minimalement la perception et les concepts. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose qui est l'impact du langage et non pas de la langue, c'est-à-dire le fait que parce qu'on apprend à parler, on acquiert plus ou moins rapidement des concepts sur le monde extérieur. Quel impact ça a sur l'apprentissage de l'enfant? Il y a évidemment des apprentissages non verbaux qui surviennent dans les premières années de la vie, mais il y a aussi des apprentissages verbaux. Est-ce que l'un interagit avec l'autre? Quel est l'impact de l'un sur l'autre? Je m'appuierai beaucoup sur les travaux des deux personnes qui sont devant vous ici, mon épouse Ghislaine Dehaene-Lamberts et puis Elisabeth Spelke de Harvard qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. On verra au fil du cours d'autres intervenants. Alors, je repars de ce que j'avais montré dans le dernier cours, qui était la question très intéressante de la pensée chez les personnes aphasiques. Je vous avais montré en particulier ce livre de Tom Lubbock qui décrit une aphasie progressive et qui dit « mais je pense toujours de la même manière ». 15 jours avant de mourir d'une énorme tumeur qui affecte son langage, il dit encore « je pense de façon tout à fait inchangée ». Et ce n'est pas seulement une introspection de quelques rares personnes comme Tom Lubbock, c'est une série d'études qui ont été menées notamment par Rosemary Varley, qui nous avait montré, qui rejoignent aussi les données d'IRM fonctionnelles, qu'il y a une dissociation. Les réseaux du langage peuvent être dissociés des réseaux d'autres systèmes conceptuels, et notamment la théorie de l'esprit, l'arithmétique et l'algèbre, la logique, la réflexion, le raisonnement peuvent être étonnamment préservés chez des personnes qui sont extrêmement aphasiques. Et donc on peut tout à fait trouver un mathématicien qui est encore capable de faire de l'algèbre, alors que son système de langage, en production comme en compréhension, est dramatiquement altéré. Et il y a double dissociation au sein du cortex préfrontal. Je vous avais montré cela. On avait dit la semaine dernière, à travers toute une série d'études, que donc la langue module les percepts et les concepts, mais l'absence de mots n'empêche absolument pas ni de percevoir ni de concevoir des pensées complexes. Sauf que, évidemment, ces données sont chez l'adulte. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est différent chez l'enfant? Le fait que chez l'adulte, les réseaux peuvent être dissociés ne signifie absolument pas qu'au cours de l'acquisition, le langage ne joue pas un rôle dans l'acquisition des concepts. Il est tout à fait possible qu'à l'âge adulte, on puisse se passer du langage pour un certain nombre d'activités, mais qu'on ne puisse pas s'en passer au cours de l'enfance. Et il y a cette hypothèse qui a été formulée d'une manière que je trouve extrêmement claire par Anna Ivanova dans un article récent de Nautilus, un article grand public, mais c'est une chercheuse de MIT qui travaille sur ce sujet. Cette idée donc que le langage est un échafaudage de l'esprit en développement. Alors un échafaudage, ça joue un rôle temporaire.
Ça sert à construire un bâtiment. Une fois que le bâtiment est construit, peut-être qu'on peut enlever l'échafaudage et conserver le bâtiment bien en place. Mais pendant la construction, si on n'avait pas l'échafaudage, eh bien, on n'arriverait pas à construire. Alors, ça fait une prédiction assez simple, c'est que dans l'enfance, les étiquettes verbales devraient influencer fortement l'acquisition des concepts. Et l'absence de langage, l'absence totale de langage, peut-être par exemple chez des personnes qui en seraient privées parce qu'elles sont sourdes et qu'elles n'ont pas accès à une langue structurée, comme la langue des signes par exemple, eh bien l'absence de langage devrait conduire à de très importants déficits cognitifs. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et en fait on va considérer plusieurs hypothèses sur le rôle du langage dans le développement. Je vous mets cette image d'un corail ici comme une métaphore de la construction de l'esprit. Votre esprit d'adulte est comme un immense corail qui s'est développé de façon extrêmement ramifiée dans tous les domaines du savoir. Vous avez multiplié les concepts, vous avez subdivisé les concepts de façon à raffiner votre savoir, vous avez construit des concepts très élaborés sur la base de concepts plus simples. Toute cette construction, comment est-elle influencée par le langage? La première hypothèse que l'on considérera, c'est que le langage facilite l'acquisition de concepts élémentaires. Il y a des catégories à former dans le monde. Parce qu'on a un vocabulaire pour en parler, on va tracer ces catégories plus facilement que si on n'avait pas ce vocabulaire pour en parler. Donc le langage, c'est l'hypothèse de Lupian en particulier, étiquette les concepts à apprendre. Il nous dit, voilà, celui-là c'est un X, celui-là c'est un Y, donc ce n'est pas le même concept. L'enfant est capable à ce moment-là d'apprendre peut-être plus facilement la frontière entre les deux. C'est un marteau, ce n'est pas un tournevis, par exemple. Vous voyez, quelque chose d'aussi simple que ça. Et puis, deuxièmement, le langage peut, sans nécessairement étiqueter directement les concepts, il peut attirer l'attention sur des propriétés intéressantes. Par exemple, la couleur ou la forme. On va voir que les jeunes enfants, les bébés même, sont très attentifs à la forme des objets lorsqu'ils entendent un nom. C'est l'hypothèse de Sandy Waxman en particulier. Puis il y a un deuxième ensemble d'hypothèses qui est beaucoup plus vaste, qui a été développé en particulier par Elisabeth Spelke, qui dit que le langage joue un rôle encore beaucoup plus important que ça. Ce n'est pas seulement une aide pour catégoriser, pour attirer l'attention, c'est une sorte de colle, un système central qui permet d'assembler les concepts entre eux. On a des systèmes modulaires, dans l'enfance on hérite de notre évolution toute une série de systèmes modulaires pour le nombre, l'objet, la couleur, etc. Et c'est le langage qui nous permet de les rassembler pour former des concepts composites. Donc, à chaque fois qu'il y a un concept composite, il y aurait un rôle fondamental du langage pour rassembler ces éléments. Et il y a encore deux sous-hypothèses à l'intérieur de celle-ci. L'hypothèse d'Elisabeth Spelke, au moins au départ, c'était très clairement que nous ne pourrions pas, en l'absence de langage, formuler de tels concepts. Donc, je ne sais pas, prenons un concept comme célibataire, c'est-à-dire une personne qui n'est pas mariée, n'est-ce pas? C'est un concept composite, une petite formule logique. Et marié lui-même pourrait être décomposé de la même manière, eh bien, nous ne pourrions pas, en l'absence de langage, penser un tel concept. C'est l'idée d'Elisabeth Spelke. Pour assembler ces morceaux, il faut le langage. La colle qui permet de les assembler, c'est le langage. Personnellement, je penche plutôt pour une autre thèse, qui est qu'il y a un langage de l'esprit. Ce langage n'est pas le langage de la communication, c'est un langage beaucoup plus profond. Et nous aurions beaucoup plus de mal à découvrir les combinaisons de ce langage de l'esprit si nous n'en parlions pas. C'est en parlant avec les autres qu'on trouve les bonnes combinaisons. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait jamais formuler ces combinaisons en l'absence de langage. Le langage de l'esprit est indépendant du langage de la communication, donc nous pouvons faire des découvertes combinatoires dans ce langage de l'esprit. On avait vu dans un des tout premiers cours le cas de la géométrie, où le concept de carré ou de rectangle, c'est un assemblage qui dit c'est un quadrilatère, c'est une forme à 4 côtés qui a 4 angles droits et 2 côtés parallèles entre eux. Eh bien, une formule de ce type-là, elle peut être formulée dans un langage de l'esprit indépendant du langage parlé, mais évidemment, si on a le langage parlé, ça va nous aider à nous focaliser, à rassembler ces éléments temporairement, comme un échafaudage vraiment, et ensuite, une fois que ce concept est construit, il échappe totalement à la sphère linguistique. Alors voilà un petit peu l'espace des hypothèses, mais on voit que dans toutes ces hypothèses, le langage devrait aider fortement l'enfant à se développer. Alors c'est ce qu'on va examiner maintenant. Quelqu'un a tracé un trait sur l'écran, je ne sais pas si c'est moi, on va voir si on peut l'enlever. C'est un peu malheureux. Je crains que je ne puisse pas l'enlever. Alors tant pis, si la personne qui a tracé un trait sur l'écran pouvait l'effacer, ça serait bien sympathique. Ça, c'est l'inconvénient de partager son écran avec Zoom. Pendant ce temps-là, je continue. Et donc, je vous présente cette première expérience de Lupian et collaborateurs qui pose cette question. Est-ce que le langage, c'est vraiment juste pour parler? Vous voyez le titre de l'article.
le langage n'est pas juste pour parler, des étiquettes, même redondantes, peuvent faciliter l'apprentissage de nouvelles catégories. C'est assez étonnant de voir qu'on est en 2007 et que c'est qu'en 2007 que démarre, grosso modo, hein, il y a eu d'autres recherches un tout petit peu avant, mais cette lignée de recherche qui dit le langage, c'est aussi pour apprendre, c'est essentiel pour apprendre. Alors l'expérience est extrêmement simple, presque trop simple. On donne aux adultes ici une tâche de catégorisation. Donc on leur montre des objets qui sont assez étranges, on leur dit que ce sont des aliens. Le but c'est de les projeter dans un monde complètement nouveau, hein, qu'ils ne connaissent pas. Et ils doivent décider s'ils vont approcher ou reculer de cet alien dans une sorte de mini-jeu vidéo. On aurait aussi bien pu faire une décision binaire, cliquer à gauche, cliquer à droite, mais ils mettent ça dans une sorte de scénario. Donc vous devez décider si vous devez approcher ou éviter ces aliens. Et au passage, vous devez donc essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la différence. Alors la tâche est simplement d'apprentissage par renforcement. Donc on les laisse prendre une décision, ils apprennent par essai et erreur. Après chaque essai, on leur donne un renforcement positif ou négatif pour savoir s'il y a des raisons ou pas d'approcher ou de s'éloigner. Et puis, dans l'un des groupes de sujets, on donne une information supplémentaire. Après le feedback, à la moitié des sujets, on donne une étiquette verbale. Elle est totalement redondante, elle dit exactement la même chose que le feedback non verbal qu'ils reçoivent déjà. Mais elle donne un mot, elle dit au sujet, donc admettons que le sujet se soit approché et qu'il ait eu raison, oui, on lui dit, oui, c'était un libiche. Et puis, quand c'est cet alien-là qui a été présenté, on lui dit c'était un Gracious. Donc des noms inventés, mais qui étiquettent ces deux catégories. Et alors, on va regarder quel est l'apprentissage. Et ce que vous voyez sur ces courbes ici, c'est que l'apprentissage est plus rapide en présence d'étiquettes verbales, même lorsqu'elles sont complètement redondantes. Donc il n'y a pas d'information supplémentaire qui a été donnée ici. Malgré tout, les sujets qui sont dans le groupe rouge ici, qui ont les étiquettes, apprennent nettement plus vite. Et alors tous les sujets atteignent une certaine asymptote ici. Et là, il y a un deuxième phénomène qui se produit, c'est qu'on enlève les étiquettes verbales, on enlève le feedback, on laisse simplement le sujet répondre, et on voit que même là, les performances sont meilleures lorsque les sujets ont reçu les étiquettes verbales. Donc au niveau de la généralisation des stimuli nouveaux, sans feedback, eh bien, la performance reste meilleure. On a bénéficié de ces étiquettes verbales. Alors, ce n'est pas extrêmement difficile à comprendre non plus, on verra plusieurs interprétations possibles, mais l'une d'entre elles, c'est qu'il y a une sorte de double apprentissage. Je reçois un feedback, puis je reçois encore une information. Certes, elle est redondante, mais imaginez un algorithme d'apprentissage par réseau de neurones qui appliquerait 2 fois la règle d'apprentissage, avec un epsilon donc, qui, au lieu d'être appliqué une fois, serait appliqué 2 fois, 2 epsilon d'apprentissage. Bon, ça peut donner un apprentissage supplémentaire, même si l'information n'est pas nouvelle. Mais il réplique dans une condition expérimentale dans laquelle il y a un certain nombre de contrôles pour ce que je viens de dire. La première chose, c'est que dans cette réplication, il y a des étiquettes écrites et des étiquettes parlées, et vous voyez que les deux ont le même effet. Donc les sujets qui bénéficient d'une étiquette écrite ou d'une étiquette parlée ont tous les deux un avantage et apprennent plus vite que les sujets qui n'ont pas d'étiquette qui sont ici. Mais il y a une chose supplémentaire qui est intéressante ici. C'est, après tout, on pourrait dire les sujets à qui on donne une étiquette verbale s'arrêtent, réfléchissent plus, etc. Pour contrôler tout ça, il y a un groupe contrôle ici auquel on donne un surcroît d'informations, enfin une information redondante, mais ça n'est plus un nom, c'est une information géographique. On dit au sujet « ceux-là habitent de tel côté de la planète » et « ceux-là habitent de l'autre côté de la planète ». Donc, du point de vue du temps passé, de l'interaction verbale, etc., c'est exactement la même chose que de donner une étiquette verbale. Mais on voit que ça n'a pas le même effet du tout. C'est vraiment le fait de nommer ces objets qui facilite l'acquisition par les sujets de cette catégorisation. Alors, je ne vous ai pas dit sur quoi reposait la catégorisation, c'est un peu compliqué, mais la forme de la tête est un petit peu différente. Ici, la forme du pied est un petit peu différente aussi. C'est statistique, hein, il y a une grande variabilité au sein de ces aliens, mais c'est sur cette base-là que les sujets doivent apprendre. Et donc, la présence des étiquettes semble faciliter cette acquisition. Alors, Lupien, un peu plus tard, présente sa théorie de ce qui se passe dans cette situation. Et vous allez voir, c'est une théorie éminemment worfienne. L'idée est qu'il y a une théorie standard
celle de Gleitman et Papafragou, 2005, qui est simplement que les mots servent à étiqueter des concepts. Et cette théorie, d'après Lupien, est fausse et elle va nous présenter une deuxième théorie qui est ici en bas. Alors, quelle est la différence entre les théories? L'idée de Lila Gleitman, nous en avons parlé, c'est une idée tout à fait banale qu'on peut faire remonter au moins à Shannon, c'est l'idée que le langage est un canal de communication. On a des percepts. Par exemple, on perçoit un arbre, ici on a tout un tas d'indications qui nous disent que c'est un arbre, on a le concept d'arbre, tout ceci est non-verbal, et c'est seulement au moment d'en parler à d'autres qu'on va formuler cela sous forme d'un mot, arbre, qu'on va pouvoir communiquer à un auditeur ici, donc le locuteur parle à l'auditeur entend le mot en question et retrouve le concept. Et l'idée, c'est qu'on peut très bien avoir le même concept des deux côtés, même si on ne connaît pas le mot. Par exemple, dans la situation qui est en bas ici, le sujet, le locuteur ici, est supposé ne pas connaître le mot qui correspond à cet objet ici. Donc, il va dire « Ah oui, vous savez, il va faire une circonlocution. C'est cet objet qui se déplie au sommet d'un train pour aller chercher l'électricité dans les fils, dans les caténaires qui sont au-dessus. C'est un pantographe. » Bon, l'auditeur, lui, connaît le mot pantographe. D'après la thèse de Gleitman et collaborateurs, ça ne fait aucune différence pour le concept. Les deux ont le même concept. Ça n'empêche pas, d'après Gleitman, c'est une théorie, mais on peut très bien avoir le même concept, même si on n'a pas l'étiquette verbale pour le formuler. Si on n'a pas le mot pantographe, ça n'empêche pas de penser à un pantographe. Alors, contre cette thèse de Gleitman, Lupien dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Deuxième théorie, qui est indiquée ici en dessous, qui est beaucoup plus interactive. Vous voyez que toutes les flèches, au lieu d'aller uniquement de la gauche vers la droite dans la vision attribuées à Gleitman ici, sont des flèches qui font des allers-retours. Donc il y a des allers-retours aussi bien entre concept et percept qu'entre concept et étiquette, d'après Lupien, et au sein du cerveau de l'auditeur, évidemment, de la même manière. Et donc, ça n'est pas la même chose d'avoir un concept avec une étiquette verbale ou d'avoir un concept sans étiquette verbale. D'ailleurs, Lupien rapproche aussi, vous voyez, les boîtes percept et concept. Ici, elle se recouvre un peu parce qu'elle dit, dès que c'est interactif, on a du mal à savoir, à tracer la frontière entre les deux, entre la sémantique et la perception. Donc, elle voudrait qu'on soutienne un modèle interactif comme ça. Bon, ça va bien au-delà des données qu'on vient de voir. Tout ce qu'on vient de voir comme données, ce sont des données qui suggèrent que quand on a une étiquette, on apprend un petit peu plus vite le concept. Ça ne veut pas dire que le concept est radicalement différent. Ça veut dire qu'on le découvre un petit peu plus vite. Dans les semaines qui précèdent, je vous ai montré un tout petit peu de données qui vont en faveur de l'existence d'une flèche en retour ici. On avait vu en particulier, et surtout d'une flèche en retour, des labels vers les concepts. On avait vu que si on a des mots différents pour dire bleu clair et bleu foncé, par exemple, on a un tout petit peu d'effet sur la perception de la couleur. Ces flèches sont minimes, c'est un tout petit changement dans la catégorisation. Mais quand on se place juste au seuil de perception, ça fait la différence et on est capable de le détecter. Donc il y a un petit peu de données qui vont dans le sens de Lupien, mais ces données sur l'apprentissage des mots, ce n'est pas bien clair. Est-ce qu'on a vraiment un concept très différent? Est-ce qu'on n'est pas capable d'apprendre les mêmes concepts parce qu'on n'a pas eu l'étiquette verbale en question? Alors il y a un travail tout à fait, quelques années plus tard, de Broche 2 et collaborateurs, qui montre que en fait, la situation est assez complexe, et pas du tout aussi simple que ce que dit Lupien, parce que les mots peuvent aussi gêner l'apprentissage, et pas seulement aider. Et il commence par dire, d'après la théorie de Lupien, à chaque fois qu'on a une étiquette, cette étiquette devrait aider l'apprentissage. L'étiquette, l'existence de deux étiquettes contrastives, comme les Liebisch et les Graecius, deux étiquettes contrastives, ça trace une frontière, ça devrait nous aider à apprendre cette frontière. Est-ce que c'est toujours le cas? Il y a une deuxième hypothèse pour laquelle ça ne serait pas forcément le cas. Et la deuxième hypothèse, qui explique tout autant les données de Lupien au départ, c'est que lorsqu'on a un nom, eh bien, on prête attention à un certain nombre de caractéristiques au détriment d'autres. Et en fait, quand on a un nom, on prête attention à la forme des objets, parce que les noms se réfèrent très souvent à la forme des objets, beaucoup plus qu'à leur texture ou à leur couleur. Je vous montrerai ça dans un instant, mais pensez à un marteau. Peu importe sa couleur, peu importe dans une certaine mesure sa taille, ce qui compte, c'est la forme particulière et la fonction particulière qu'il a. Alors, comment tester cette théorie alternative? L'idée, c'est qu'il y a un biais attentionnel. Si ce biais attentionnel concorde avec ce qu'on doit apprendre, ça va faciliter, mais si ça va à l'inverse de ce qu'on doit apprendre, eh bien, ça va inhiber et ralentir
l'acquisition des concepts. Alors pour tester cette idée, eh bien, ils présentent à nouveau des aliens, ici, ils reprennent les mêmes aliens, mais dans une condition, il faut les catégoriser en fonction de leur forme. Alors c'est dur à voir, mais vous voyez que la forme de la tête n'est pas tout à fait la même, la forme du pied non plus. Et puis dans l'autre condition, il faut les catégoriser en fonction de la texture. Alors j'ai repris les images de l'article, on ne voit pas vraiment la différence de texture, mais imaginez qu'au niveau fin, ici, ce n'est pas la même texture pour les objets d'en haut et pour les objets d'en bas. Et le résultat est assez clair. Si on applique les mots Liebisch et Graecious pour les formes, eh bien, les sujets apprennent un petit peu plus vite lorsqu'ils ont les mots que lorsqu'ils n'ont pas les mots. L'effet n'est pas énorme, enfin ça réplique quand même ce qu'avait trouvé Lupien. Mais surtout, il y a une différence dans le sens inverse. Avoir les mots ralentit, interfère avec l'apprentissage des textures. Donc ça n'est pas tout bénéfice d'avoir des mots. C'est plutôt un effet de biais qu'un effet de surcroît de catégorisation. Vous voyez. Alors là, dans l'expérience 1, il y a une grosse différence de difficulté. Ils n'ont pas bien équilibré les différences de forme et les différences de texture. Ce problème est corrigé dans l'expérience 2 de cet article. Donc ici, vous voyez qu'il y a des différences de forme entre la catégorie verticale ici et la deuxième, et puis il y a des différences horizontales ici, qui sont cette fois-ci des différences de luminance, de luminosité. Donc ceux-ci sont sombres et ceux-ci sont lumineux. D'accord ? Et on va donc exactement soit dans un groupe de sujets appliquer les étiquettes Liebisch et Graecious aux catégories verticales de forme, soit aux catégories horizontales de brillance. Il y a une idée supplémentaire aussi, c'est qu'il y a un trait redondant ici. On peut apprendre sur la base de la forme, mais en fait, il y a un trait redondant qui est la couleur des stimuli. Vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait la même dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite. Et l'idée, c'est de tester si, bien qu'il y ait un trait redondant de couleur, les sujets font attention à la forme, en fait. Et c'est exactement ce qu'ils trouvent. Donc d'abord, ils répliquent, et cette fois-ci, vous voyez que la difficulté est bien équilibrée entre les deux conditions, ils répliquent le fait que quand on vous donne un nom, vous pensez à la forme. Et vous allez plus vite si l'apprentissage repose sur la forme. Mais quand on vous donne un nom, vous ne pensez pas à la luminosité des stimuli, à la luminance des stimuli, et ça vous empêche, ça vous ralentit dans l'apprentissage de cette distinction-là. Donc ce n'est pas tout bénéfice d'avoir des noms. C'est bien d'avoir des noms quand ils réfèrent à quelque chose, une propriété de forme des objets. Et lorsqu'on demande au sujet, il rapporte effectivement prêter plus attention à la forme en présence du mot. Les colonnes ici indiquent ce que les sujets ont rapporté, est-ce que j'ai fait attention à la forme plus d'autres paramètres, ou bien à la couleur par exemple, ou bien à la brillance. Vous voyez que les sujets ne font attention à la couleur que... ils font attention aux formes et aux couleurs lorsqu'ils ont des mots, mais ils font beaucoup plus attention à la forme quand ils ont le mot que quand ils n'ont pas le mot. D'accord ? Et même chose, y compris lorsqu'ils doivent apprendre la différence de luminance. Ils continuent de faire attention à la forme. C'est peut-être justement parce qu'ils font trop attention à la forme qu'ils n'arrivent pas à apprendre la différence de luminance. Donc, c'est une assez forte réfutation, je dirais, de l'idée initiale de Lupien. Ça fait l'objet d'un modèle par Ivanova, qui est pour l'instant sous forme de préprint. Tout ça est très récent. Mais ça me ramène au cours sur l'apprentissage bayésien que j'avais donné il y a quelques années. On peut modéliser tous ces résultats sous la forme d'un modèle bayésien hiérarchique, dans lequel la présence d'un mot comme un nom ne se contente pas d'étiqueter, mais en fait, elle donne un biais beaucoup plus général sur la forme elle-même. Et le réseau bayésien, ici, développe un a priori selon lequel il est probable qu'il y ait une différence de forme entre les stimuli qu'on doit apprendre et pas de différence sur les autres paramètres, comme la couleur ou la luminance, par exemple. Et avec ce modèle, sans rentrer dans le détail, mais je pense que vous avez l'idée, on peut modéliser exactement les résultats de Lupien. Donc vous avez les résultats et le modèle ici, en fonction de nombre de blocs d'apprentissage. Vous voyez que Lupien avait testé essentiellement l'effet positif de la présence des mots, et on peut modéliser cet effet positif, mais il y a aussi un effet négatif si le biais qui est induit par les mots va dans le mauvais sens. Et même chose pour les résultats de Broch 2, ici, on peut à nouveau les répliquer dans le modèle. Donc l'idée, c'est qu'il y a un biais particulier. Je reviens à des diapositives que j'avais montrées il y a 7 ans dans le cours sur le bébé bayésien et le cerveau bayésien. L'idée, c'est qu'effectivement, beaucoup des mots qu'on utilise, lorsque ce sont des noms, réfèrent à une forme particulière, parfois à une fonction aussi particulière, mais souvent les deux vont ensemble, et peu importe les détails, vous voyez, de la texture, peu importe les détails de la couleur. Et on avait vu que les enfants peuvent apprendre ce principe-là. C'est une sorte de méta-principe. Et il faut concevoir que l'apprentissage du vocabulaire, ça n'est pas juste apprendre des mots,
les uns à côté des autres, comme un dictionnaire, c'est apprendre beaucoup plus, c'est apprendre des méta-principes sur l'organisation de la langue. Alors, je vous remonte cette expérience que j'avais montrée il y a 7 ans, je suis sûr que tout le monde l'a oublié, mais l'idée est extrêmement intéressante. On prend des très jeunes enfants maintenant, et les expériences que je vais vous montrer maintenant ne sont plus chez l'adulte, mais chez l'enfant. On prend des enfants de 17 à 19 mois, et on leur donne quelques semaines d'apprentissage de mots associés à des formes nouvelles. On va leur montrer ces formes ici, et vous voyez qu'à chaque fois, il y a 2 versions, une grande et une petite, qui diffèrent en texture, qui diffèrent en couleur, et on leur dit, ça c'est un whiff, et ça c'est un zoop, ça c'est un dac, ça c'est un lug. Donc on leur apprend des mots complètement inventés, ce qui permet de s'assurer que c'est un apprentissage nouveau, et on les laisse jouer pendant 7 semaines avec un expérimentateur qui n'arrête pas de leur redire ces objets-là, qui leur dit « Regarde, tu vois, ça il trace la forme, etc., ça c'est un whiff, etc. » Donc on leur apprend que ces noms-là réfèrent à une forme particulière, mais que la texture, la couleur, etc. n'ont pas d'importance. Et puis on va regarder l'apprentissage de mots nouveaux. Alors, par exemple, on va leur introduire un objet complètement nouveau, et on va leur dire « Ça c'est un lug ». Where is the lug? Je pense que c'est lug. This is a lug. Where is the lug? Get the lug. Et on leur donne 3 choix possibles. Eh bien, si les enfants ont bénéficié de cet apprentissage antérieur, ils réussissent à 88%. Et qu'est-ce que ça veut dire réussir? Ça veut dire choisir l'objet qui a la même forme. Ils ne choisissent pas l'objet qui a la même texture, qui donc d'une certaine manière ressemble beaucoup, mais ne ressemble pas du point de vue de la forme. Alors qu'on est à 36% dans un groupe contrôle du même âge, donc à 18 mois, qui n'a pas bénéficié de cet apprentissage antérieur. Donc on est à une étape où l'enfant est capable d'apprendre une sorte de méta-principe. Si on me donne un nom, ça réfère à une forme, ça ne réfère pas à la texture ou à la couleur. On le voit ici avec un mot complètement nouveau. Donc ici, c'est un... Oui, alors je n'ai pas bien expliqué. Ici, c'était un mot qui était déjà connu de l'enfant, on a juste introduit un objet nouveau. Ici, on donne un mot complètement nouveau, this is a wheat, et l'enfant n'a jamais vu ni ce mot ni cet objet. Il apprend ça en un instant, ce qu'on appelle fast mapping, c'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'apprendre à étiqueter les objets de façon très très rapide, et on le fait sur la base de la forme. Si on demande à l'enfant de choisir parmi 3 autres objets, il y a 70% de réussite ici. Donc il y a un méta-principe qui est mis en place chez l'enfant. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que dans l'expérience de Smith et collaborateurs, la Linda Smith, on continue l'apprentissage ensuite, on regarde quel est le vocabulaire que l'enfant est capable d'apprendre, et lorsqu'on revient quelques mois après, eh bien, les enfants qui ont été entraînés avec ces 4 pseudomots apprennent plus de noms d'objets que les autres. Leur vocabulaire augmente plus vite que les autres. Alors, ce n'est pas des données hyper fortes, vous voyez que les barres d'erreur sont ce qu'elles sont, mais ça a l'air de suggérer qu'il y a une sorte de méta-principe. Les enfants sont capables de restreindre l'espace des hypothèses, parce qu'un mot, ça peut référer à toutes sortes de choses, mais ils sont capables de restreindre l'espace des hypothèses pour dire si c'est un nom, c'est probablement la forme des objets qui compte. Et ils l'utilisent pour apprendre plus vite, et ce principe lui-même fait l'objet d'un apprentissage, peut être facilité par les interactions qu'on a avec l'enfant. Donc apprendre à étiqueter des concepts, ça n'aide pas seulement à apprendre ces concepts-là, ça aide à apprendre les concepts suivants et les mots suivants, parce qu'on a appris une sorte de méta-principe, une règle de haut niveau qui peut être modélisée dans un réseau bayésien hiérarchique. Alors, on va rentrer maintenant dans des expériences qui vont progressivement des enfants de plus en plus jeunes. 18 mois, sans doute, vous n'êtes pas surpris de savoir qu'à 18 mois, les enfants commencent à apprendre beaucoup de mots et peut-être apprennent ces sortes de principes de très haut niveau. Mais ce qui est remarquable dans les travaux de Sandy Waxman, c'est que progressivement, elle est allée vers des enfants de plus en plus jeunes et a montré qu'en fait, même chez les bébés, au moment où ils ne sont pas en train de produire des mots, mais ils sont en train d'acquérir du vocabulaire en compréhension, eh bien, en fait, il y a déjà un effet très important des étiquettes verbales sur la catégorisation chez le bébé. Alors, on va mener toute une série d'expériences. Au départ, progressivement, je vous ai dit, l'âge devient de plus en plus jeune. Là, au départ, ce sont des expériences sur des bébés de 6 à 12 mois. On va voir que ça peut être encore plus jeune. Et elle regarde qu'est-ce qui se passe lorsqu'on familiarise l'enfant à une catégorie et qu'ensuite, on leur présente 2 nouveaux items, un qui appartient à l'ancienne catégorie, ici ce sont des catégories d'animaux, vous voyez, et un qui n'appartient pas à l'ancienne catégorie. Donc l'idée, c'est que si vous êtes familiarisé à voir systématiquement des animaux, même si leur couleur change, c'est toujours des animaux, des animaux, des animaux, si l'enfant connaît la catégorie animale, eh bien, il devrait regarder peu l'ancien objet, enfin l'objet plutôt qui appartient à l'ancienne catégorie, c'est un objet nouveau, mais la catégorie est ancienne, l'enfant est blasé.
Par contre, l'enfant devrait regarder plus longtemps et avec surprise peut-être l'objet qui est nouveau, qui appartient à une catégorie qui n'a pas été présentée auparavant. C'est une manière de tester si l'enfant connaît la catégorie animale ici. Et bien sûr, il y a un autre groupe d'enfants qui est habitué à la catégorie des fruits et légumes, et on va voir si à ce moment-là tout s'inverse au moment du test. Donc tout est toujours bien équilibré dans ces expériences. Alors, par défaut, les enfants ne le font pas à cet âge-là. Ils ont choisi des objets qui sont juste assez difficiles. Mais on va introduire une condition où on introduit une étiquette verbale. Et donc typiquement un pseudomot comme Thomas ici. Et donc à chaque essai, à chaque fois qu'on présente l'un de ces objets, on va dire à l'enfant « Look, this is a Thomas. Where is the Thomas ?» etc. Et on va continuer de le répéter de façon systématique. Et puis on présente les objets de test. Et là, oui, l'enfant s'oriente et regarde plus longtemps l'objet qui est surprenant par rapport à l'objet qui appartient à l'ancienne catégorie. On a toutes sortes de conditions de contrôle dans les expériences de Sandy Waxman qui montrent que c'est vraiment l'étiquette verbale qui compte. Donc par exemple, si vous ne donnez pas de mots, de nom, mais vous dites tout le reste, vous dites « Look at this »,« Oh, watch this, this is so nice », mais vous ne dites jamais « C'est un Thomas », vous n'étiquetez pas l'objet, il n'y a pas de catégorisation. Si vous changez de mot à chaque fois, Look, this is a Thomas, this is a Blackett, this is a Gracious. Donc vous changez de mot à chaque fois, vous ne donnez pas cette information sur le fait que tous ces objets appartiennent à la même catégorie, pas d'apprentissage. Et puis si vous donnez une mélodie, donc vous donnez quelque chose qui est identique à chaque fois, mais ça n'est pas un mot du langage qu'utilise l'enfant, eh bien là encore, il n'y a pas de catégorisation. Vous voyez que c'est quand même très intéressant, c'est l'interaction linguistique mais avec un adulte qui utilise une étiquette bien particulière qui permet à l'enfant de catégoriser dans cette situation. Alors on peut regarder une autre expérience qui est un petit peu similaire, il y en a toute une série. Sandy Waxman a vraiment fait une série d'expériences extrêmement riches sur ce sujet. Et ici, vous voyez, on passe chez les enfants de 3 à 4 mois. C'est extraordinairement jeune. Peut-être, c'est une idée nouvelle, on apprend déjà énormément de mots et de catégories à cet âge-là, 3 ou 4 mois. Alors ici, donc, il s'agit de dinosaures. Sandy Waxman a modifié progressivement ces stimuli de manière à rendre la tâche vraiment juste assez difficile. Je pense que ce sont des expériences qui sont assez subtiles parce qu'il y a eu toute une sélection des stimuli pour que ça ne soit pas évident. Donc tous ces stimuli appartiennent à la même catégorie parce que voilà, ils ont une certaine forme du corps, etc. Et à la fin, pareil, on va présenter un nouveau dinosaure et un nouveau poisson ici, et on va regarder si l'enfant s'oriente plutôt vers le poisson quand il a vu des dinosaures et vers le dinosaure lorsqu'il a vu auparavant beaucoup de poissons. D'accord ? Donc toujours cette idée de catégorisation. On habitue à 8 exemplaires, et soit on apparie l'image à un mot, comme Thomas, soit à une série de bips. On voit ici les stimuli. Look at the Thomas. Do you see the Thomas? Et puis, dans la condition de ton, l'enfant entend bip, 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 et puis il y a quelque chose de similaire ici. Donc, ces conditions sont relativement bien appariées sur le plan de la durée de ce qu'on entend. Et on ne voit aucune préférence pour les deux objets du bas ici dans la condition bip, mais une très nette préférence dans la condition mot. Alors il y a un phénomène dont je vous ai déjà parlé, qui est souvent vu chez le petit enfant, c'est une inversion de la préférence. Ça, c'est intéressant. Chez les enfants plus âgés, ici vers 4 mois, c'est ce que je vous ai dit, l'enfant préfère regarder l'objet nouveau. Mais chez les plus jeunes, l'enfant préfère regarder l'objet ancien. C'est quelque chose qui peut correspondre en tout cas à une stratégie bayésienne. Quand je n'ai pas encore bien appris, je préfère regarder ce qui va me permettre d'acquérir plus d'informations. Donc je préfère regarder l'objet qui appartient à la catégorie ancienne. Je suis encore en train d'apprendre. Si par contre j'ai confiance dans mon apprentissage, il vaut mieux que je m'oriente vers l'objet nouveau. C'est celui qui est surprenant, c'est celui qui me permet d'apprendre plus. Donc il y aurait un changement de stratégie entre 3 mois et 4 mois. Mais il faut dire que pour la logique de cette expérience, la seule chose qui compte, c'est qu'il y a un changement en fonction du fait qu'on entend un mot ou qu'on entend des bips. Et vous voyez qu'ici, c'est assez radical. Les enfants ont une préférence lorsqu'ils ont des mots et ils n'ont pas de préférence lorsqu'ils entendent des bips. Et cette préférence s'inverse, mais dans aucun des cas, il y a une préférence lorsque les enfants ont juste entendu des bips. C'est le fait d'entendre les mots qui induit cette préférence et donc qui suggère que les enfants ont acquis la catégorie en question. Alors, il y a une phrase très importante dans cet article, parce qu'elle parle sur la théorie, c'est « Nous ne prétendons pas que la catégorisation des objets dépend entièrement de la présentation des mots. » Donc, ils ne sont pas worfiens, ils ne sont pas en train de dire « S'il n'y avait pas eu de mots, l'enfant n'aurait rien appris. » Bien sûr que non.
On avait vu dans le deuxième cours que même des singes macaques sont tout à fait capables d'apprendre à catégoriser. On n'a pas forcément besoin de mots pour catégoriser. Il y a énormément d'informations dans les stimuli eux-mêmes et il y a énormément de réseaux de neurones artificiels aujourd'hui qui sont tout à fait capables, par apprentissage non supervisé, de découvrir qu'il y a des propriétés communes à tous ces objets. Donc cette phrase me paraît éminemment raisonnable. Ce n'est pas que les mots... ce n'est pas qu'on est obligé d'avoir des mots pour apprendre à catégoriser, c'est que la présence des mots, dans ces stimuli qui ont été choisis soigneusement pour être difficiles pour l'enfant, la présence des mots déclenche l'apprentissage, mais peut-être qu'avec plus de présentation des mêmes images, les enfants auraient tout aussi réussi à apprendre. Alors, ces expériences vont faire l'objet d'infinies variations par Sandy Waxman. Je vais vous en présenter quelques-unes. Elles sont quand même toutes très intéressantes. D'abord, elles permettent de poser la question, qu'est-ce qui constitue une étiquette verbale pour le bébé? Est-ce que le bébé sait vraiment que Thomas, ça peut être un mot, alors que bip, 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 ça ne peut pas être un mot? Et qu'est-ce qui fait la différence? Alors, il y a plusieurs expériences amusantes. L'une d'entre elles utilise des vocalisations de lémurien. Je vais vous faire écouter. Voilà, ça c'est ce que les lémuriens échangent entre eux, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, si ça veut dire quelque chose, mais la question ici c'est est-ce qu'un bébé peut prendre ça pour du langage et considérer ça comme une étiquette qui l'aide à apprendre une catégorie. Alors on refait exactement la même expérience, mais les enfants, cette fois-ci, après chaque, ou en même temps que chaque image, entendent ces vocalisations de lémurien au lieu d'entendre « look at the Thomas »,« look at the Thomas »,« this is the Thomas ». Donc est-ce que ça va suffire à leur faire apprendre? La réponse est oui. De façon assez curieuse. Donc vous avez en pointillé l'expérience que je vous ai montrée à la diapo précédente, c'est-à-dire avec la parole humaine. Ce sont les données de l'expérience précédente. Vous voyez qu'à 3 mois, il y a cette préférence en dessous du hasard ici, c'est-à-dire qu'on regarde plutôt la catégorie ancienne, l'objet qui appartient à la catégorie ancienne, puis cette préférence s'inverse vers 4 mois et reste à 6 mois. En continue, vous avez l'expérience avec les vocalisations de lémurien. Elle réplique au moins à 3 et 4 mois presque intégralement l'expérience avec le langage. Comme si les bébés qui entendent les vocalisations de lémurien disent « bah oui, ça pourrait être du langage ». Et puis à 6 mois, ça disparaît, il n'y a plus de préférence. Donc d'après cette expérience, il semblerait possible que les bébés jusqu'à 6 mois soient indécis sur ce que c'est qu'une langue. Ils ne savent pas très bien ce que c'est qu'une langue. Alors après tout, une vocalisation de lémurien, pourquoi pas? Ça pourrait être une langue. Il y a une autre condition de contrôle quand même qui est très intéressante ici et qui pose cette question, est-ce que n'importe quel son complexe pourrait fonctionner? Eh bien non, parce que si on fait du langage à l'envers, je vous fais écouter. Vous voyez, il y a de la prosodie, il y a des choses qui ressemblent vaguement à des voyelles, mais en même temps, c'est un son totalement impossible. Ça ne peut pas être produit par un tract vocal, ça ne peut pas être produit par un appareil vocal, ni de lémurien, ni d'être humain. Et bien là, de façon assez étonnante, les bébés ni de 3 mois, ni de 4 mois n'ont de préférence pour les catégories, ils n'apprennent pas la catégorie. Autrement dit, ils sont capables de rejeter le langage passé à l'envers, alors qu'ils acceptent encore, pendant quelques mois, les vocalisations de lémurien comme un langage possible. Ça peut paraître surprenant, mais c'est quand même compatible avec un certain nombre de données. Bon, ce serait sûrement bien que cette expérience soit répliquée, disons-le franchement, parce que vous voyez que ce sont quand même des effets qui sont assez faibles. Et c'est toujours difficile de faire des expériences de ce type chez les tout petits enfants. Vous imaginez la difficulté d'amener les enfants au laboratoire et d'obtenir des données stables de regard, etc., chez les petits enfants. Ce sont des expériences très difficiles. Mais la raison pour laquelle je crois à cette expérience, c'est qu'on a d'autres données qui montrent qu'effectivement, très tôt, et en tout cas certainement vers 2 mois, mais sans doute bien avant, les enfants font la différence entre langage à l'endroit et langage à l'envers. Le langage à l'envers, c'est quelque chose qui n'est pas biologique, quelque chose qui n'est pas possible. Il y a des transitions qui ne sont simplement pas possibles d'être produites par un appareil physique. Et donc les enfants ont l'air de l'écarter très vite, il y a une sorte de filtre précoce, et on l'a vu par exemple dans nos expériences nous-mêmes à Neurospin, il y a des différences d'activation cérébrale qui sont déjà là chez le bébé de 2 mois lorsqu'il entend de la parole à l'endroit ou de la parole à l'envers. Donc c'est vraiment un stimulus qui est souvent utilisé comme contrôle et on sait que les bébés le rejettent très précocement. Les stimuli lémuriens, ici, c'est quelque chose d'assez nouveau à cette expérience. Vous voyez, est assez récente. Bon, il faudra peut-être confirmer si les enfants prennent ça vraiment systématiquement pour du langage. Mais donc l'idée, c'est qu'il y a une sorte de patron linguistique qui se raffine progressivement. Et par contre, les bébés peuvent apprendre qu'il y a d'autres langues.
Alors ça, c'est tout aussi intéressant. Les enfants de 6 mois sont encore assez flexibles et ils disent, bah oui, après tout, on pourrait parler autrement. Alors, dans cette expérience, c'est assez intéressant. On présente des adultes ici, et pendant, je ne sais plus combien de temps, mais il y a une vidéo dans laquelle on montre des adultes qui échangent des informations, visiblement, ils sont en train de se parler. Il y en a une qui parle anglais, et puis l'autre, elle parle en bip-bip. Elle fait bip, 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 comme ça, de façon assez passionnée, et on voit bien que c'est une situation de communication. Puis il y a une condition de contrôle dans laquelle on entend exactement les mêmes choses, mais visiblement les personnes ne sont pas en train d'échanger. Ça vient d'un haut-parleur, hein, c'est simplement découplé de l'activité des acteurs qui sont en train de faire je ne sais pas quoi avec des récipients ici. Donc ici, on a clairement l'évidence que aussi bien l'anglais que les bip-bip peuvent être une forme de communication. Ici, par contre, on a juste une exposition passive à ces mêmes stimuli. Eh bien, ça change tout pour les enfants. Ensuite, on leur présente donc toujours ces dinosaures appariés cette fois-ci avec les bips, avec une séquence de sinusoïdes ici. Et seuls les enfants qui ont été exposés à la situation de communication apprennent la catégorie sur la base des bips ici. Donc, ce n'est pas que les bips ne peuvent jamais servir de système de communication, mais il faut que l'enfant ait eu de l'évidence que c'est un système de communication, et à ce moment-là, il prend ça au sérieux, il prend ça comme une étiquette qui lui permet d'apprendre la catégorie. Vous voyez la subtilité de ces inférences qui sont souvent à plusieurs niveaux. Je sais ce que c'est qu'un langage, ce que j'entends est un langage, donc j'apprends la catégorie, etc. On peut aller encore un petit peu plus loin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a cette théorie du syntactic bootstrapping de Lila Gleitman qui était extrêmement influente, qui dit que, en fait, l'apprentissage de la sémantique de la langue s'appuie en partie sur la syntaxe, que les enfants apprennent très rapidement, en fait, à analyser les sons du langage qu'ils reçoivent et à séparer des catégories syntaxiques. Et donc, ils apprennent très vite à savoir ce que c'est qu'un déterminant, par exemple. Le, la, les, un, des, etc. Ils sont capables de les identifier, de les extraire dans la langue, parce qu'ils sont très fréquents, et du coup, de voir que ce qui vient après, c'est un nom, très souvent. Ça peut être un adjectif ou un nom. Et ils font très vite la distinction entre adjectif et nom. Il y a toutes sortes d'expériences qui montrent que, par exemple, l'acquisition des déterminants dans une langue, ça survient avant 12 mois. Donc c'est assez surprenant. Hein. Le bébé n'a même pas encore commencé à parler, il n'est certainement pas au stade même de dire un seul mot, très peu, mais il a déjà dans sa tête la notion d'un déterminant qui va servir à construire des petites phrases, des phrases nominales. Alors l'idée c'est que ça guide l'acquisition du sens, et donc on peut se demander, par exemple, tout ce que je vous ai montré pour l'instant, ça porte sur les noms. On dit des phrases du genre « This one is a duck »,« This one is a toma »,« Look at this toma », etc. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait un adjectif ? Et la seule différence, vous voyez, c'est la syntaxe. Au lieu d'utiliser un déterminant, ici, on met directement l'adjectif en anglais. This one is ducks. Ça suffit à savoir que c'est un adjectif. Est-ce que, dans ce cas-là, les enfants, au lieu d'acquérir la catégorie de l'objet, feraient attention à la propriété de l'objet ? Eh bien, pour le savoir, on peut mener des expériences de ce type, ici, dans lesquelles on familiarise avec des animaux, et ils sont tous de la même couleur. Il y a donc une ambiguïté. Est-ce qu'on va être familiarisé à la forme ou est-ce qu'on va être familiarisé à la couleur ? Pour le savoir, on regarde si l'enfant va préférer regarder un objet nouveau qui a une couleur différente mais qui appartient à la catégorie ancienne, ou bien un objet nouveau qui a la même couleur mais qui appartient à une catégorie nouvelle. Eh bien, les résultats basculent du tout au tout dans un effet qui survient alors un peu plus tard, vers 14 mois pour les noms, vers 18 à 21 mois pour les adjectifs. Les enfants utilisent le fait que c'est un nom ou que c'est un adjectif pour faire plutôt attention à la forme ou pour faire plutôt attention à la couleur. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, les noms, ça pointe vers les formes, les adjectifs, ça pointe plutôt vers des propriétés autres que la forme. Ça peut être la taille, ça peut être la couleur, ça peut être la texture, etc. Mais ce n'est pas la même chose qu'un nom. Donc c'est absolument remarquable qu'avant 18 mois, les enfants sont déjà en train d'utiliser des propriétés aussi sophistiquées pour analyser ce qu'on veut dire autour d'eux. C'est de la langue, c'est une information de communication, je dois faire attention, et si c'est un nom, je vais faire attention à la couleur, à la forme, si c'est un adjectif, faire attention plutôt à la couleur ou à la texture. Alors, on connaît peu de choses sur les bases neurales de ces processus, parce que là encore, vous imaginez la difficulté de scanner des enfants alors qu'ils sont en train d'apprendre des mots. Il y a quand même une expérience que je voulais vous mentionner, qui date déjà de 2010, donc ce n'est pas du tout impossible. C'est une expérience qui utilise l'enregistrement des potentiels évoqués, donc des électrodes qui sont placées à la surface du scalp, et on apprend à l'enfant des noms d'objets avant de venir au labo. On choisit des objets, et certains d'entre eux, on les étiquette, par exemple banane ici.
Donc pendant plusieurs jours auparavant, si je me souviens bien, on répète à l'enfant que ceci est une banane, et ensuite on va lui présenter d'autres objets qui sont familiers mais qui n'ont pas de nom, comme le sac à main ici, ou qui sont simplement pas familiers du tout, comme cette grosse lampe torche. Et on observe qu'au-dessus de l'hémisphère gauche, donc ici ce sont les électrodes temporales gauche et ici les électrodes temporales droite, il y a une augmentation de la puissance, et notamment de la puissance évoquée au-delà de 30 Hz, donc dans ce qu'on appelle la bande du bas gamma, des oscillations gamma assez basses. Vous voyez, une assez forte explosion d'activité qui survient vers 400 millisecondes après la présentation d'un objet dont on connaît le nom. Donc les objets dont l'enfant connaît le nom ont un surcroît d'activité cérébrale dans l'hémisphère gauche, ceci par rapport à la fois aux objets familiers dont ils ne connaissent pas le nom et aux objets non familiers dont ils ne connaissent pas le nom non plus. Donc ce n'est pas la familiarité, c'est le fait d'avoir un nom. Cette expérience, bon, il y a vraiment du bruit dans les données, hein, mais on peut quand même la répliquer une deuxième fois. Et dans cette deuxième expérience, les enfants sont exposés aux étiquettes verbales au laboratoire. Donc on contrôle beaucoup mieux l'exposition, on est sûr de ce qu'on fait, quels objets ont été exposés ou pas, mais aussi l'exposition est bien plus courte. C'est maintenant quelques dizaines de minutes, tout au plus, qui permettent à l'enfant d'apprendre un mot. Donc on retrouve cette idée de fast mapping. Les enfants apprennent extrêmement rapidement à associer un mot avec une image. Et avec l'effet est assez bien répliqué ici. Il est bilatéral, mais il est nettement plus fort au-dessus de l'hémisphère gauche. Alors, ça ne nous dit pas exactement ce que c'est comme effet. Ça peut être un effet attentionnel. Je fais plus attention à l'objet parce que je connais son nom. Ça peut être aussi simplement l'accès au lexique. Et vers 400 millisecondes, on sait que chez l'adulte, en tout cas, il y a des processus d'accès à la sémantique des mots, ce qu'on appelle la N400. Donc peut-être qu'on voit une trace de quelque chose de similaire chez l'enfant ici. Je dis ça parce que l'article va bien au-delà de ce qu'on peut conclure. Vous avez cette phrase, notre étude démontre que le fait de nommer un objet change comment les enfants perçoivent le monde visuel. Non, ça n'a absolument pas été démontré. Là, c'est vraiment une phrase incroyablement worfienne et qui va bien au-delà de ce qui a été démontré dans cette expérience. Ce qu'on a simplement montré, c'est que le cerveau ne répond pas de la même manière à un objet dont on connaît le nom. Ce n'est pas tellement étonnant, puisqu'on va pouvoir retrouver le nom en question dans le cerveau de l'enfant. Donc je trouve cette expérience sympathique, relativement peu surprenante. Elle nous indique des choses sur la manière dont le cerveau de l'enfant traite, avec quelle latence, etc., un objet dont il connaît le nom, mais on ne peut certainement pas conclure que les enfants perçoivent le monde visuel de façon différente. Ça, je crois que c'est très excessif. Alors, après donc, vous avoir parlé beaucoup de l'apprentissage des catégories d'objets, je voudrais vous dire aussi que le fait de connaître les mots a des influences profondes sur des aspects conceptuels, à la fois dans le domaine du nombre et dans le domaine de l'espace. Et on terminera par l'espace. Mais d'abord le nombre. Il y a une expérience tout à fait fondatrice de Su et Carré qui montre ces effets du langage sur la perception du nombre d'objets. Je vous montre comment ça marche. C'est extrêmement simple. C'est une expérience dans laquelle on a un écran. Au départ, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et puis on voit que sort du côté droit une balle, par exemple. Puis l'autre côté sort un canard. D'accord. Et ensuite, on va présenter à l'enfant le choix de regarder plutôt une image dans laquelle il y a une balle et un canard et une image dans laquelle il y a un seul des deux objets, par exemple la balle. D'accord. Et je crois que quand Su et Carré ont fait cette expérience, ils pensaient que ça démontrerait que l'enfant sait qu'il y a deux objets. Le fait que ce soit deux choses très différentes qui sortent à droite et à gauche ici suggère qu'il y a deux objets, et donc l'enfant devrait être surpris lorsqu'il y a un seul objet qui est présenté sur l'écran et pas surpris lorsqu'il y a effectivement les deux objets en question. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve. Et la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise, si je puis dire. La surprise, c'est qu'à 10 mois, l'enfant n'est pas surpris. À 10 mois, ça lui est totalement égal de voir un seul objet ou de voir deux objets derrière l'écran. Au moment où l'écran s'abaisse, il n'y a pas de préférence. Et c'est seulement vers 12 mois qu'on voit apparaître la préférence. Mais ça ne veut pas dire qu'à 10 mois, l'enfant est incompétent. On sait déjà, il y a beaucoup d'expériences qui montrent que l'enfant fait la différence très tôt, même à quelques mois de vie, probablement à quelques jours de vie, dans certaines expériences de Véronique Izard, entre un objet et deux objets. D'accord ? Mais même dans cette expérience ici, on peut faire un contrôle très simple. On laisse un gap ici, une fenêtre à l'intérieur de l'écran. Donc cette fois-ci, c'est extrêmement clair que si un objet sort de droite, ça ne peut pas être le même qui sort de gauche. Et on peut même mettre le même objet, vous voyez, enfin la même forme. Donc c'est une balle qui sort de droite
et une balle qui sort de gauche ici. Est-ce que l'enfant a une préférence pour 2 balles versus une balle? Eh bien, oui, il préfère très nettement voir 2 balles dans cette situation-là, et on peut faire un contrôle du contrôle. Si maintenant il y a un seul écran, et donc il est tout à fait possible que ce soit la même balle qui sorte à droite ou à gauche, à ce moment-là, l'enfant préfère une balle et est surpris de voir 2 balles. D'accord ? Donc ce type d'expérience montre clairement que l'enfant maîtrise les nombres. Il n'a pas de problème avec les nombres. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a un problème ici? Il a un problème parce qu'il n'arrive pas à utiliser le fait qu'il y ait 2 objets différents pour dire que ça doit être 2. Il croit que c'est 1. Il n'a pas cette idée qu'il y a 2 catégories d'objets suffisamment différentes pour conclure que ce n'est pas le même objet. Donc l'enfant est capable d'utiliser la trajectoire spatio-temporelle pour prédire s'il doit s'attendre à 1 ou 2 objets, mais il n'arrive pas à utiliser l'identité des objets. Et alors vous voyez que le comportement change très nettement à 12 mois ici. Ici, ce sont les bébés de 10 mois. Donc si on leur montre simplement 2 objets ou un seul, ils regardent un peu plus longtemps quand il y a 2 objets, mais ça ne change absolument pas au moment du test quand c'est précédé de cette image-là. Par contre, chez le bébé de 12 mois, c'est complètement différent. Vous voyez qu'il y a toujours cette préférence pour 2 objets dans l'absolu. 2 objets, c'est plus intéressant qu'un seul, mais cette préférence change du tout au tout, et c'est un objet qui devient la chose la plus intéressante lorsque on a de l'évidence qu'il y a 2 objets derrière l'écran, parce qu'on en voit un sortir à droite et l'autre sortir à gauche. D'accord ? Donc cette expérience indique qu'il y a quelque chose qui se passe entre 10 et 12 mois qui permet à l'enfant soudain d'utiliser l'identité des objets pour dire combien il y en a. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui détermine ce changement? À 10 mois, l'enfant ne sait pas s'il y a 1 ou 2 objets. À 12 mois, il sait qu'il y a 2 objets. Eh bien, d'après les travaux de Fei Shu, c'est la connaissance des mots qui aide en tout cas considérablement. Donc, si les enfants connaissent les mots canard et ballon, ça prédit s'ils vont réussir ou échouer. Si on a une étiquette pour les mots en question, ça les aide. Et à 9 mois, on peut les exposer à des mots, et ça va changer complètement le comportement. Donc ça devient une expérience causale, plutôt qu'une simple corrélation avec le vocabulaire des enfants. Donc si, en même temps que je fais cette expérience, je dis « regarde un canard quand le canard sort à gauche et regarde un ballon quand le ballon sort à droite », l'enfant s'attend à voir 2 objets. Si je lui dis « regarde un jouet et regarde un jouet », il s'attend à voir un seul objet. Donc c'est vraiment le fait d'étiqueter, un peu comme l'expérience des tomates tout à l'heure, le fait d'étiqueter les objets qui permet de faire cette distinction. Vous voyez que les expériences vraiment sont assez radicales. Donc dans la condition à un seul mot, la préférence des enfants ne change pas. Ils préfèrent toujours voir 2 objets comme dans la ligne de base ici. Mais cette préférence ne change que lorsqu'on donne 2 étiquettes bien différentes, canard et ballon. On peut donner des conditions de contrôle ici, donc à nouveau, et s'il y a simplement des bips et des boops qui ne sont pas des stimuli linguistiques à cet âge-là, l'enfant s'attend toujours à avoir un seul objet. Si on lui donne des pseudomots, par contre, des mots qu'il ne connaît pas, comme il connaît de toute façon très peu de mots à cet âge-là, il les prend au sérieux et il s'attend à avoir 2 objets. Si on lui donne par contre des sons non linguistiques complexes, comme un klaxon et une mélodie, à la place du mot, eh bien, il ne les prend pas comme des mots, il ne les prend pas comme des étiquettes et il s'attend toujours à avoir un seul objet. Et si on lui donne des indications verbales mais qui ne sont pas des étiquettes, qui sont des onomatopées, si je puis dire, donc quand le canard sort, l'expérimentateur fait « oh, ah », et puis quand la balle sort, l'expérimentateur fait « ah, yak ». Voilà, donc c'est quand même assez radical comme indication. Ben, ça ne suffit pas. L'enfant n'a pas de préférence et ne s'attend pas particulièrement à voir 1 ou 2 objets. Donc c'est vraiment, là encore, le rôle de l'étiquette verbale, d'aider à catégoriser, à dire il y a 2. Voilà. Pareil, si on dit regarde ceci, look at this, look at that, ça ne suffit pas. Alors, tout ceci est répliqué une 2e fois, pour dire que dans le cas de Fei Shu, c'est vraiment des expériences extrêmement solides, je trouve, et il y a une manière de les répliquer qui est extrêmement simple, c'est de regarder si un enfant va chercher les objets. Donc au lieu de regarder sa surprise s'il y a 2 ou s'il y a un objet, on va regarder s'il cherche plus longtemps quand il croit qu'il y a 2 objets. Donc l'expérience marche de la manière suivante, il y a une boîte, et l'expérimentateur, dans la condition 2 mots, l'expérimentateur regarde dans la boîte et dit « regarde un FEP ». Et puis il regarde une 2e fois, il dit « regarde un ZAV ». Okay, et puis, on laisse l'enfant chercher dans la boîte, on lui laisse trouver un premier objet, et dès qu'il a enlevé le premier objet, il n'y a qu'un seul objet dans la boîte. Et on regarde combien de temps il va chercher une 2e fois. Est-ce qu'il va continuer à chercher? S'il continue à chercher, c'est qu'il pense qu'il y a peut-être un 2e objet, même s'il n'y en a pas. Donc, les conditions sont rigoureusement bien contrôlées. Et vous voyez qu'il y a une condition donc, dans laquelle on lui donne effectivement 2 mots au départ, puis il y a une condition dans laquelle on lui donne un seul mot 2 fois. Look, a wag, look, a wag.
et ce qu'il va chercher. Et le résultat est extrêmement clair, c'est s'il y a deux mots, l'enfant va chercher plus longtemps que s'il y a un seul mot. Il y a des conditions de contrôle sur lesquelles je passe. Voilà, le contrôle, je crois que c'est ici, c'est les conditions émotionnelles, à nouveau, qui ne suffisent pas à faire chercher l'enfant plus longtemps. Donc, il y a un rôle clé du langage, non seulement pour apprendre des catégories, mais aussi pour inférer dans des domaines qui sont complètement différents du langage. Inférer, par exemple, la présence de deux objets, parce qu'un locuteur m'a donné deux mots différents, ça veut dire qu'il y a deux objets, et je vais chercher plus longtemps. Et je sors complètement du domaine linguistique. Alors, on va terminer en parlant du rôle du langage dans l'orientation spatiale. J'espère que vous n'êtes pas trop dans cet état qui est indiqué par ces panneaux ici, parce que l'idée, c'est qu'au contraire, le langage va nous aider. Le langage permet d'assembler des informations qui vont nous permettre de nous orienter dans l'espace, et ceci, on va le voir chez le jeune enfant également. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vous avais dit dans le cours numéro 2 que dans le domaine de l'espace, comme dans celui du nombre d'ailleurs ou du temps, on a des représentations non linguistiques. En fait, il y a beaucoup d'évidence que des animaux extrêmement différents de l'espèce humaine, comme les pigeons, les rats, même les fourmis, peuvent naviguer dans l'espace, naviguer dans le désert, se retrouver. On n'a pas besoin du langage pour ça. On a un système non verbal et ça suffit pour s'orienter dans l'espace. Alors, il y a une expérience qui montre que ce système non verbal est quand même assez limité. C'est l'expérience de Cheng et Galistel, suivie ensuite par beaucoup d'autres. L'expérience est la suivante. On montre à des rats qu'il y a de la nourriture dans un coin de cette pièce qui est rectangulaire ici. Et donc, mettons que ce soit ce coin ici. Et puis, on sort le rat de la pièce et on le désoriente en le faisant tourner sur lui-même. Et on le remet dans la pièce en question. Ça peut être une petite cage comme ça. Et on regarde où est-ce qu'il va aller. Et alors, le rat va à l'endroit où on avait caché de la nourriture, mais il va aussi dans le coin diamétralement opposé. Il ne va pas, par contre, dans ce coin-là ou dans ce coin-là. Quelle est la différence? Eh bien, le rat utilise la géométrie de l'environnement. Il est capable de reconnaître la géométrie de l'environnement. Donc, il est capable de voir que ce coin-là n'a pas la même géométrie que celui-ci, parce que celui-ci, il y a un mur long et un mur court. Et par contre, ici, la configuration géométrique est la même, donc il peut confondre ces deux coins-là et, par contre, éviter les coins qui n'ont pas la bonne géométrie. Donc, le rat est malin. Ce système de navigation utilise d'informations géométriques. Après tout, ce n'est pas tellement étonnant. C'est un système d'intégration du chemin qui tient compte de la géométrie de l'environnement. Là où ça devient étonnant, c'est que le rat n'utilise absolument pas d'autres indices. Par exemple, vous pouvez mettre un mur qui a une texture complètement différente. Ici, vous voyez que les quatre coins ont des textures complètement différentes. Ça ne change rigoureusement rien. Lorsque le rat est désorienté, il se réoriente exclusivement sur la base des indications géométriques. Il n'utilise pas la présence d'indications supplémentaires comme la couleur ou l'odeur, etc. Donc, on peut montrer que ces points de repère sont détectés, mais ils ne pénètrent pas dans ce module de réorientation spatiale qui n'utilise que des informations géométriques. Et alors, cette expérience est répliquée de très nombreuses fois dans de nombreuses espèces. On a l'impression que c'est un module très conservé de traitement des informations géométriques de l'espace. Il y a des expériences, par exemple, chez le poussin de Chiandetti et Valortigara. Valortigara qui mène un travail absolument spectaculaire chez le poussin. L'intérêt de faire ces expériences chez le poussin, c'est que vous pouvez contrôler en laboratoire absolument toute l'expérience de l'animal. Il éclot au laboratoire et on le teste lorsqu'il a 1 jour ou 2 jours de vie et on est sûr qu'il n'a jamais navigué dans l'espace, qu'il n'a jamais vu d'informations spatiales. On peut l'élever dans une sphère isoluminante. Donc c'est la première fois qu'il navigue dans l'espace. Et bien, la première fois qu'il navigue dans l'espace, il tient compte des informations géométriques, donc c'est un système extrêmement intelligent. Il va chercher au bon endroit, mais aussi à l'endroit exactement symétrique, mais il ne va pas chercher aux endroits qui sont géométriquement inappropriés. D'accord ? Même s'il a été élevé dans une cage circulaire, par exemple. Donc il n'a eu aucune information géométrique jusque-là. Et même chose chez la fourmi. Vous voyez qu'on peut faire cette expérience chez la fourmi. Elle est désorientée, mais elle n'est pas totalement désorientée. Elle utilise des informations géométriques de son environnement. Il n'y a plus que 2 lieux possibles. Mais il n'y a pas un seul lieu possible, même s'il y a des indications extrêmement claires et qu'on sait que les fourmis reconnaissent, des formes par exemple ici, des landmarks, et bien les fourmis ne les utilisent pas. Alors qu'en est-il de l'espèce humaine? Eh bien c'est Elisabeth Spelke qui a mené ces expériences chez l'enfant et aussi chez l'adulte.
On va placer l'enfant dans ses premières expériences dans une cage rectangulaire, une pièce rectangulaire, dans le bâtiment de psychologie de Harvard. L'entrée de la pièce est cachée, donc là, il n'y a plus que la géométrie de la pièce qui compte. On casse un jouet dans un coin, on désoriente l'enfant en le faisant tourner sur lui-même, et puis on regarde où est-ce qu'il va aller chercher le jouet. Et on trouve des choses extrêmement similaires à ce qu'on a pu trouver chez les autres espèces animales. Lorsque les murs sont identiques, c'est peut-être pas surprenant, mais comme vous imaginez le résultat, l'enfant va chercher au bon endroit, mais aussi à l'endroit symétrique, et géométriquement indistinguable. Il ne va pas chercher dans les deux autres coins. Donc c'est intelligent, mais il y a encore une ambiguïté. Même si on met un énorme mur rouge ici, qui devrait suffire à se réorienter, et à dire la cachette, c'est à gauche du mur rouge, l'enfant ne s'en sert pas. Il ne se sert que de la géométrie, et vous voyez qu'il va chercher à nouveau au mauvais endroit, aussi bien qu'au bon endroit ici. Donc, c'est un module géométrique chez l'enfant, c'est ça la conclusion, en tout cas, d'Elizabeth Spelker. Alors, même les adultes peuvent se comporter comme les enfants. Si on ne leur donne aucune indication, tous les murs sont identiques, ils sont dans une pièce, ils ont été désorientés, quelque part c'est une preuve qu'ils ont bien été désorientés, ils vont au bon endroit, mais aussi à l'endroit symétrique. Par contre, chez l'adulte, dès qu'il y a un mur rouge, il n'y a plus aucun problème. Vous voyez qu'un adulte arrive à se réorienter, et donc il y a quelque chose qui se passe entre l'enfance et l'adulte ici. Un adulte arrive à combiner des informations d'identité et de forme de l'environnement. Donc, c'est à la fois une compétence de l'enfant et une limite de l'enfant. L'enfant utilise des informations géométriques pour se réorienter, il est compétent, il a des compétences qui sont probablement innées, si on pense à l'expérience chez le poussin et si on pense que c'est pareil chez l'enfant, mais en même temps, ce module géométrique est intrinsèquement limité. En tant que module, il ne laisse pas rentrer des informations sur des indices autres que géométriques, alors que l'adulte, lui, arrive à surmonter cette limite. Alors toute la question va être à quel âge et comment on fait pour surmonter cette limite. Alors oui, avant ça, je vous donne plusieurs contrôles intéressants parce que peut-être que le résultat vous paraît surprenant. C'est assez étonnant que des enfants qui sont quand même assez âgés, on parle d'enfants de quelques années, je crois que c'est 3-4 ans ici, des enfants qui n'utilisent pas un indice aussi massif que de voir un énorme mur rouge. Alors il y a plusieurs contrôles intéressants dans l'article de Hermer et Spelke. D'abord, les enfants échouent même quand l'objet est caché dans une armoire d'aspect complètement différent. Donc on les force quelque part à voir. Le mur rouge, peut-être on peut ne pas le voir, mais l'armoire, c'est là qu'est caché l'objet. Même si l'armoire est de couleurs et de textures complètement différentes, les enfants continuent d'aller au hasard dans le bon coin et dans le coin géométriquement équivalent. Ils ne prennent pas en compte ces indices. La désorientation est fondamentale. Donc cette expérience de contrôle ici est très intéressante parce qu'ici, on garde les sujets orientés et on leur donne des indications non géométriques. On cache l'objet dans cette armoire-là, avec telle texture, telle couleur, et pas dans cette armoire-là. Puis ensuite, on déplace les armoires dans les coins, et si on laisse l'enfant revenir après le même délai, cette fois-ci, il ne se trompe absolument pas. Donc ce n'est pas que l'enfant n'est pas capable de percevoir l'environnement, mais il n'utilise pas les indices pour se réorienter. Ce résultat reste vrai quand les enfants sont désorientés, mais n'ont pas besoin de se réorienter. Ici, on cache les objets dans les armoires, on désoriente l'enfant, simplement après, on le fait sortir de la pièce et on lui demande de choisir entre les deux armoires. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il réussit, donc il réussit bien, et ça veut dire qu'au moment même où il percevait ces informations, il les enregistre, mais dans cette condition-là, c'est exactement la même condition, il ne les utilise pas pour se réorienter. C'est vraiment, le problème, c'est de se réorienter. Ce n'est pas l'ensemble des processus de recherche spatiale qui sont perturbés chez l'enfant, c'est très spécifiquement le processus de réorientation qui est modulaire et géométrique. En fait, c'est un module plus général de navigation dans l'espace, fondé sur l'intégration du chemin, qui utilise les frontières, mais il utilise les frontières géométriques, la distance aux frontières, la présence d'une frontière plus proche qu'une autre, etc. Mais il n'utilise pas, apparemment, les informations non géométriques, alors que l'enfant les perçoit et est capable de les retenir. Alors, une autre indication que c'est un système modulaire, c'est que ce module, entre guillemets, peut être sélectivement affecté. Ça, ce sont des recherches d'un autre groupe, avec Barbara Landau, qui montrent que les enfants atteints du syndrome de Williams, vous savez que c'est une microdélétion sur 7q11, présentent des déficits très importants du sens de l'espace, alors que leur langage peut être largement préservé, et ont ces difficultés d'orientation spatiale. Alors chez eux, vous voyez que c'est un résultat encore différent. Dans la tâche de réorientation spatiale, les enfants atteints du syndrome de Williams ne savent pas du tout où aller.
Pratiquement toutes ces positions sont équivalentes pour eux. Donc ça, c'est la moyenne, c'est le pourcentage de cas où ils vont dans tel ou tel coin. Vous voyez qu'ils vont pratiquement dans tous les coins possibles. Si on leur donne une indication, comme un mur bleu ici, dans cette expérience, ça les aide beaucoup, et cette fois-ci, ils vont nettement plus souvent, 50% du temps, dans le bon coin. Mais donc, chez eux, ce n'est pas spécialement le langage peut être au contraire hyper développé, hyper verbal chez ces enfants, mais c'est vraiment le module spatial qui semble déficitaire, et ça confirme l'idée qu'il y a vraiment une sorte de module, en quelque sorte, qui peut être sélectivement affecté dans le syndrome de Williams. S'il n'y a pas de désorientation spatiale, ces enfants n'ont pas de difficulté particulière. Donc c'est vraiment l'orientation dans l'espace qui forme une sorte de module. Alors, dernier point pour compléter ce que je disais, il y a vraiment deux systèmes chez l'enfant. Il y a une nouvelle expérience qui le montre extrêmement clairement, qui est un peu plus récente ici, toujours de l'équipe d'Elisabeth Spelke. Pour vraiment bien montrer l'utilisation des informations géométriques, ils ont construit maintenant une très grande pièce qui se trouve dans le sous-sol du bâtiment de psychologie à Harvard et qui est complètement ronde. Donc cette fois-ci, il n'y a plus du tout d'indications géométriques. Et les seules indications géométriques vont être fournies, alors la porte est cachée, donc on ne peut pas la voir. Donc les seules informations géométriques sont fournies par les objets qu'on place dans cette pièce. Alors, Elisabeth Spelke a mené vraiment des dizaines d'expériences avec cette situation. Je vous en montre juste une qui est assez sympathique, où on présente trois objets, mais il y en a donc trois landmarks, en quelque sorte, trois endroits particuliers signalés par leur forme, et il y en a un, le point A ici, qui est différent des autres. Donc en principe, ça devrait suffire. Si on était capable d'utiliser l'information sur l'identité des objets, ça devrait suffire pour se réorienter et pour savoir si on doit aller en B ou en C, par exemple. Et les résultats sont néanmoins extrêmement clairs. À cet âge, qui est 4 ans, cette fois-ci, vous voyez que c'est assez tardif, les enfants sont tout à fait capables d'aller chercher à l'objet A. Donc ce n'est pas qu'ils ne voient pas qu'il y a un objet qui est différent des autres. Quand le jouet à chercher est caché à l'endroit A, les enfants y vont, pratiquement 100% du temps. Donc ils savent utiliser l'identité. Mais par contre, quand l'objet est caché en B ou en C, ils n'ont pas la moindre idée s'il faut aller en B ou en C. Ils ne sont pas capables d'utiliser l'information de A pour se réorienter globalement dans l'espace. Et la conclusion de ces expériences, c'est qu'il y a vraiment deux systèmes très différents. Il y a un système qui est fondé sur l'identité des objets, je dois aller au mur bleu. Il y a un autre système qui est fondé sur la géométrie de l'espace, qui m'aide à me réorienter, mais les deux ne sont pas connectés en quelque sorte chez l'enfant. Ce sont deux systèmes indépendants, des modules qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, et donc ils ne sont pas connectés entre eux. Alors, c'est là que Elisabeth Spelke, avec ses collègues, et notamment Hermer Vasquez, dit c'est là que le langage joue un rôle extrêmement important. Le langage va briser la modularité. Le langage va permettre à ces systèmes de communiquer entre eux. Et dans sa thèse, qui est avec Elisabeth Spelke, Hermer Vasquez teste un grand nombre d'enfants entre 3 et 7 ans sur cette tâche, et elle cherche des corrélations. Alors elle montre d'abord que pour ce qui est d'aller chercher, par exemple, vers le mur bleu, ou derrière le mur bleu, vers l'objet rouge, toutes ces formes de recherche non géométriques corrèlent avec le fait de connaître le vocabulaire correspondant, la capacité de dire le mur bleu, vers le mur bleu, derrière le mur. Elle montre aussi que la capacité d'aller chercher donc à gauche du mur bleu, donc de briser la modularité, apparaît vraiment très tardivement. On a vu que c'était présent chez l'adulte, elle montre que ça apparaît vers 6 ans, et qu'en fait ça dépend totalement, enfin ça corrèle avec la capacité d'utiliser les mots gauche et droite. D'accord. Donc il y a quelque chose de vraiment, pour dépasser, je dirais, notre état animal, il faut attendre 6 ans dans cette tâche particulière, et c'est en corrélation avec l'utilisation des mots correspondants. Alors, elle montre que c'est vraiment une corrélation assez spécifique dans l'article. Il n'y a pas de corrélation avec l'âge lui-même, avec le QI non verbal, avec la mémoire de travail verbale, ni avec la taille du vocabulaire tout entier, ou même la production ou la compréhension de mots spatiaux autres que gauche et droite, comme dessus, dessous, derrière ou devant. Ça a l'air d'être vraiment une corrélation assez spécifique avec la compréhension de cet axe particulier, gauche versus droite, qui est nécessaire pour distinguer dans cette pièce ronde les endroits appropriés. Donc c'est spécifiquement les mots gauche et droite, et peut-être particulièrement la production de phrases qui utilisent ces mots de façon combinatoire. Pour coder verbalement la position cible, il faut être capable de dire « mets une balle verte à gauche de la balle orange », par exemple. « Mets cache l'objet à gauche du mur bleu ». C'est cette capacité syntaxique, former des phrases à partir des mots gauche et droite, qui semble le meilleur prédicteur de la réussite des enfants.
Alors, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passerait si la langue ne permettait pas de distinguer gauche et droite. Et on a évidemment très peu de tests de cette chose-là, mais il y a quand même un test qui a été proposé. C'est dans les travaux de Susan Goldin-Meadow, ici. Elle a accès à des personnes qui sont sourdes et qui n'ont pas forcément développé de langage extrêmement raffiné. Elle distingue ici, ce sont des sourds au Nicaragua, ce sont souvent des personnes qui sont isolées les unes des autres, qui n'ont pas accès à une école pour les jeunes sourds, par exemple. Et donc, il y a une différence entre la première génération et la deuxième génération. La première génération a un langage beaucoup plus rudimentaire que la deuxième. Ils essayent tous de communiquer en faisant des gestes, etc. Mais ça n'est pas une langue à proprement parler, structurée, qui existe dans la première génération, alors que dans la deuxième génération, il semblerait qu'à la suite de communication entre eux, ces jeunes sourds développent une forme de langage beaucoup plus structuré. Eh bien, ce qui est montré en tout cas ici, et je vous montre les données telles qu'elles sont, hein, c'est que les jeunes sourds de la deuxième cohorte réussissent nettement mieux la tâche de réorientation spatiale que les jeunes sourds de la première cohorte ici. Donc qui ont été beaucoup plus isolés, qui ont dû développer leur propre système de communication. Alors vous voyez que les données ne sont pas non plus extrêmement frappantes, hein. Dans les deux cas, les enfants ou les jeunes adultes ici réussissent assez nettement. Ils sont capables d'aller à gauche du mur rouge ici. Donc ils ne se comportent pas du tout comme les animaux qui choisiraient au hasard ou comme les jeunes enfants de 4 ans qui choisissent au hasard entre les deux positions géométriques. Donc ils ont de l'information, mais ils ont encore plus d'informations lorsqu'ils font partie de cette seconde génération ici. Alors tout ceci n'est pas vraiment causal, c'est corrélatif. Est-ce qu'on peut vraiment proposer un test causal du langage? Est-ce qu'on peut vraiment prouver que c'est le fait de formuler ces pensées sous forme linguistique qui permet de briser la modularité du système géométrique? Jusqu'à présent, les données corrélatives, hein, c'est totalement inconclusif. Peut-être qu'on ne pense à formuler les mots gauche et droite qu'une fois qu'on a les concepts correspondants. Donc la causalité est peut-être exactement inversée. Alors pour tester la causalité, ici Hermer Vasquez et ses collaborateurs vont prendre des adultes et ils vont utiliser quelque chose qu'on a vu dans les cours précédents, l'interférence verbale. Ils vont dire si vraiment le langage est utilisé, même chez l'adulte, pour mettre ensemble des concepts, pour briser la modularité, pour créer des formules composites, eh bien, si on demande au sujet de répéter en continu des phrases qui sont émises par un haut-parleur, ce qu'on appelle la tâche de shadowing ici, alors les adultes devraient perdre leur capacité, ne devraient plus être capables de se réorienter dans l'espace. D'accord ? La logique est assez claire. Et effectivement, on voit que dans cette seconde condition, les performances s'écroulent, et même des adultes comme vous et moi, à Harvard, se retrouvent au niveau des jeunes enfants de 4 ans, ou même des rats, c'est-à-dire qu'ils choisissent pratiquement au hasard, ici, entre les deux positions géométriquement équivalentes. Ils ne perdent pas toute l'information, ils sont encore capables d'utiliser la géométrie, donc ils ne vont pas dans les coins qui sont géométriquement inappropriés, mais ils ne savent plus utiliser l'information sur ce mur distinctif ici, qui peut être un grand mur rouge dans la pièce. Alors que s'il n'y a pas de shadowing ici, vous voyez qu'ils ont des performances correctes dès qu'il y a un mur coloré. S'il n'y a pas de mur coloré, ils choisissent au hasard. Hein, ça, c'est normal. Alors les résultats sont répliqués dans une deuxième expérience. Et ici, dans cette deuxième expérience, on a une condition de contrôle. Donc ça, c'est la réplication avec le fameux verbal shadowing, donc la répétition de phrases. Mais on a aussi une répétition de rythme comme condition de contrôle. Ça vaut ce que ça vaut, mais les sujets doivent taper de la main, si je me souviens bien, ou des mains, pour répliquer un rythme qu'on leur impose. Donc à chaque instant, ils doivent écouter et faire un rythme, mais ça n'est pas une interférence verbale. Et dans cette condition, vous voyez que les sujets restent capables de réaliser la tâche correctement, ils s'orientent correctement et ils vont à gauche du mur rouge ici. Donc ils sont capables de briser la modularité du système géométrique. Donc ces expériences sont assez spectaculaires, hein. Elles datent de presque une vingtaine d'années maintenant. Elles suggèrent que même un adulte a l'air d'avoir besoin du langage, ou en tout cas est fortement aidé par le langage, et quand on n'a pas le langage disponible, eh bien on a du mal à s'orienter. Alors on arrive à l'hypothèse qui est proposée par Elisabeth Spelke, aussi fortement influencée par sa collègue Suzanne Carré du même bâtiment de psychologie, du département de psychologie de Harvard. L'idée peut être formulée de façon assez simple, hein. On a dès le départ des systèmes de géométrie et des systèmes de formes et d'objets.
Donc, le langage permet d'exprimer la géométrie, par exemple à gauche de la vallée. Le langage permet d'exprimer par des noms l'identité des objets et des formes, mais le langage permet aussi, par sa capacité combinatoire, par sa syntaxe, de formuler des concepts composites comme à gauche du mur rouge. Et dans l'idée d'Elisabeth Spelke, c'est uniquement par le langage que l'on peut créer de tels concepts composites. Si on n'a pas le langage, si on est un animal dépourvu de langage, on n'arrivera pas à formuler de tels concepts. Donc c'est une version qui est assez fortement worfienne, en tout cas, ou plutôt linguocentrée, centrée sur le langage. Le langage nous permettrait de penser des pensées que nous ne serions pas capables d'avoir autrement. Et elle dit, le langage pourrait fournir un moyen de combiner l'information géométrique et l'information sur les landmarks, sur les points de repère, de façon flexible, de façon productive. Alors, elle ne dit pas que c'est le seul moyen, et moi, personnellement, je pense que ça n'est pas le seul moyen, je vous l'ai déjà dit. Je pense qu'il y a d'autres moyens de combiner les informations qui sont peut-être particulièrement développés dans l'espèce humaine. C'est vrai qu'il y a une moindre modularité, en général, dans beaucoup de tâches de l'espèce humaine. On est moins modulaire que d'autres animaux, on a plus de flexibilité de recombiner les informations. Mais ça ne veut pas dire que c'est le langage qui fait le travail, c'est peut-être ce que j'ai appelé avec Jean-Pierre Changeux l'espace de travail neuronal global, c'est-à-dire un système qui rassemble les informations et qui effectivement est capable de les combiner entre elles de façon à créer des formules dans un langage de la pensée plutôt que dans un langage externe comme celui qu'on peut utiliser l'anglais ici. C'est une nuance, hein, mais c'est donc dans tous les cas l'idée que c'est la pensée combinatoire qui est caractéristique de l'espèce humaine, qui nous permet de briser la modularité. Alors, je ne vais pas tarder à conclure. Je voudrais juste vous dire que ces recherches et cette conclusion d'Elisabeth Spelke, que le langage est vraiment essentiel pour avoir des pensées combinatoires, sans langage on n'y arriverait pas, c'est une idée qui est très débattue et qui est peut-être pas correcte. Alors, il y a de nombreuses voix dissonantes, je vais vous en donner quelques-unes, je vais vous donner la liste des références ici. D'abord, on peut revenir aux patients aphasiques, et chez les aphasiques, on ne trouve pas du tout ce qu'a trouvé Elisabeth Spelke sur l'interférence verbale. Donc on peut être très gravement aphasique et se réorienter parfaitement dans cette tâche rectangulaire ou dans cette salle circulaire. Ce sont à nouveau les travaux de Rosemary Varley qui a accès à de nombreux patients aphasiques. Donc là encore, ce n'est pas parce qu'on est aphasique qu'on n'a pas un système géométrique, mais un système géométrique raffiné qui est capable d'intégrer des informations multiples. On n'est pas comme un rat parce qu'on est aphasique. Je pense que ça ne vous surprendra pas beaucoup finalement quand on formule la conclusion sous cette forme-là. L'intelligence humaine est encore présente et va bien au-delà de ce qu'on trouve chez d'autres espèces animales, chez des personnes aphasiques. Donc la tâche de réorientation est passée par ces patients. Deuxièmement, les rats aussi sont capables d'utiliser des points de repère, des landmarks. Ils peuvent se réorienter sur la base des points de repère. Ce n'est pas clair s'ils utilisent des mécanismes extrêmement différents des êtres humains ou pas, c'est très débattu. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un certain nombre de conditions dans lesquelles on va trouver que les rats utilisent aussi des points de repère. Et alors, les résultats de l'expérience d'interférence d'Elisabeth Spelke, l'idée que quand on fait du shadowing, lorsqu'on répète des phrases, on n'est plus capable de se réorienter, c'est très fortement remis en question par Radcliffe et Newcomb dans un article en 2008. D'abord, il montre que ça dépend des instructions qu'on donne au sujet. Donc les instructions qu'avait données Hermes Vasquez dans le groupe d'Elisabeth Spelke, c'était vous allez voir quelque chose et vous devriez essayer de le repérer. Autrement dit, une information extrêmement vague. You will see something happening that you should try to notice. Les Radcliffe et Newcomb changent cette instruction et disent This is a search task. You'll have to remember. You'll have to remember what the object is. Il suffit de changer cette instruction et les sujets arrivent à s'en souvenir, même avec l'interférence verbale. D'accord. Donc, ça remet quand même très fortement en question l'idée que le système verbal est nécessaire pour coder l'information. Le système verbal est utile, certainement, mais est-ce qu'il est nécessaire? Certainement pas, puisqu'il suffit d'avoir cette instruction-là au départ et on arrive à s'en souvenir, même alors qu'on continue de faire cette tâche d'interférence tout du long. Et puis, il y a aussi la question de la tâche de contrôle. Lorsqu'on fait de l'interférence verbale, surtout une tâche aussi complexe que le shadowing, le fait de répéter des phrases, ça mobilise des systèmes attentionnels. Et alors, il faut avoir un contrôle pour cette distraction de l'attention. Ici, il change de tâche interférente. La tâche de rythme n'est peut-être pas assez difficile. Et il montre qu'une tâche purement spatiale, qui consiste à visualiser la forme d'une lettre,
pendant un certain temps, de mémoriser la forme d'une lettre en tête, eh bien, interfère également et qu'à ce moment-là, les sujets se trompent également dans la tâche de visualisation spatiale. Donc l'article de Radcliffe et Newcomb, c'est vraiment une attaque en règle contre tous les aspects des expériences de Helmer Vasquez et dans le groupe d'Elisabeth Spelke. Et dernier point, il montre que tout ça dépend de la taille de la pièce. Je suis désolé pour cette liste un peu disparate, mais ça vous montre un peu les limites de cette expérience. Si la taille de la pièce change et que la pièce est très grande, alors on ne voit plus d'interférence. Et les sujets arrivent à intégrer les indices géométriques. Alors, ce n'est pas très clair, mais quand on a une très grande pièce, il est probable qu'on soit incité plus à utiliser les points de repère, parce que ce sont ceux qu'on voit de loin, on voit plus facilement les points de repère que les indices géométriques. Donc, il y a clairement deux systèmes, et ce qui est proposé par Radcliffe et Newcomb, c'est que les rats, comme les humains, disposent de deux systèmes et sont capables de pondérer les indices géométriques et les indices d'identité des objets. Donc, nous disposions tous les deux d'une sorte de système bayésien qui est capable d'utiliser ces indices à bon escient, de dire je vais plutôt privilégier la géométrie, je vais plutôt privilégier les indices non géométriques comme la couleur des murs, et je suis capable de les combiner de façon adaptative, et ceci serait présent aussi bien chez le rat que chez l'être humain. En fait, si on y réfléchit, il n'y a pas forcément besoin d'une syntaxe pour faire cette combinaison, hein. On n'est pas obligé de dire à gauche du mur bleu, on pourrait dire c'est près du mur bleu et c'est dans le coin qui a telle géométrie. Si vous combinez ces deux informations, si vous les additionnez, et un réseau de neurones peut être capable d'additionner deux informations, si vous additionnez ces deux indices, il n'y a plus qu'un seul coin qui domine et vous pouvez vous en souvenir. Donc c'est quelque chose qui ne semble pas aussi accessible dans les travaux plus récents que aussi inaccessible aux rats ou une personne dont le langage est distrait qu'on ne le pensait au départ. Donc je suis désolé de ne pas vous fournir une conclusion plus ferme que ça, mais ces travaux sont éminemment débattus, ils sont aussi extrêmement intéressants. Hein. Mais l'idée, je pense, qui est peut-être plus raisonnable, c'est que le langage fournit une aide temporaire. On peut recoder l'information sous une forme linguistique, on peut exprimer les pensées en disant à gauche du mur bleu, et ça peut être une indication supplémentaire pour la mémoire, ça peut être aussi une indication lorsqu'on est auditeur qui nous aide à prêter attention à un code interne non verbal. Donc on revient à cette idée que le langage n'est pas forcément la colle qui permet d'assembler les éléments, mais ça peut être une indication qui pointe vers un code interne non verbal et qui nous aide à recoder l'information. Alors ce sera ma conclusion, le langage échafaudage de l'esprit en développement. Je crois que oui, on a vu beaucoup d'évidence que les pensées des autres transmises par le biais du langage affectent extrêmement précocement le développement cognitif de l'enfant. On a vu que l'enfant pouvait utiliser les étiquettes verbales pour catégoriser, et si on lui donnait un nom, ou pour apprendre des propriétés des objets, faire attention aux propriétés si on lui donne des adjectifs, que les étiquettes verbales facilitaient l'énumération, et dans ces tâches d'object tracking, on sait s'il y a deux ou un objet, et puis l'intégration d'indices spatiaux. Le langage aide, mais il n'est peut-être pas aussi déterminant. Ça ne signifie pas que sans langage, nous ne pourrions pas avoir les mêmes pensées. Ces pensées sont plus difficiles à atteindre en l'absence de langage, mais elles ne sont pas totalement inaccessibles. Le langage est une sorte d'accélérateur de la pensée. Les données sont donc compatibles avec l'idée que je vous ai formulée dès le premier cours, qu'il y a un immense répertoire de concepts non verbaux, que peut-être dans l'espèce humaine, ce répertoire est encore plus grand que chez les autres animaux, parce qu'on a cette capacité de grammaire générative, mais dans un langage de la pensée interne, donc on est capable de formuler des pensées sous forme de chaînes, d'ordres, d'anneaux, de hiérarchies, d'arbres, etc., de grilles, de cartes. On a tout ce immense répertoire avec lequel on peut catégoriser le monde extérieur, répertoire non verbal, mais avec une sorte de grammaire générative non verbale, et le langage et la culture viennent sélectionner parmi ces concepts. C'est une idée qui avait déjà été énoncée par Jean-Pierre Changeux. Apprendre, c'est sélectionner. On va choisir parmi un immense répertoire de combinaisons qui seraient potentiellement apprenables, celles que la langue et la culture viennent pointer comme étant utiles. Et évidemment, c'est le rôle de la culture d'accumuler des connaissances, les connaissances de nos ancêtres, et de nous aider à aller plus vite dans l'apprentissage lorsqu'on est un jeune enfant, parce qu'on bénéficie de tout cet environnement culturel. Alors je terminerai simplement en soulignant, et ça tombe bien qu'on ait ce trait rouge sur l'écran, puisque pourquoi pas, ça souligne bien ma conclusion, l'importance clé du langage dans la petite enfance.
Vous savez qu'il y a un rapport qui vient de sortir, qui s'appelle les 1000 premiers jours, qui est un rapport de plusieurs scientifiques et pédiatres, dont mon épouse, qui souligne à quel point on devrait s'intéresser, il y a des moyens d'intervenir dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant. Les expériences qu'on a vues aujourd'hui convergent totalement avec cette conclusion. On avait vu qu'il peut y avoir 30 millions de mots en plus ou en moins d'exposition à la langue dès 3 ans. C'est une estimation qui est faite par des collègues américains en fonction du niveau socio-économique et surtout de l'engagement des parents et de l'environnement, le fait que les parents parlent à leur enfant et utilisent un vocabulaire sophistiqué, des phrases sophistiquées. Il ne s'agit pas seulement du vocabulaire, j'espère que cette idée-là est bien passée dans le cours d'aujourd'hui, mais c'est aussi des connaissances sur la langue. Par exemple, ce principe très abstrait qui est que si c'est un nom, ça réfère à la forme. C'est vraiment un méta-principe. Des connaissances sur le monde aussi. Il existe une différence entre les animaux et les objets, mais il existe une différence entre les mammifères et les poissons, par exemple. Ce sont des connaissances abstraites. Ce sont des principes généraux qui vont permettre d'acquérir de nouveaux concepts. Rappelez-vous cette expérience où, quand on a appris que des mots réfèrent à des formes, on apprend plus vite de nouveaux mots. Donc il y a une sorte d'effet boule de neige, d'effet exponentiel, qui fait que plus on est exposé tôt à des mots, plus on va être capable d'apprendre des mots nouveaux. Et puis enfin, bien entendu, c'est le développement des interactions sociales, de la théorie de l'esprit des autres. C'est parce qu'on se parle entre nous qu'on arrive à se comprendre et à comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, que tout le monde n'a pas les mêmes idées, qu'on peut avoir des différences culturelles et que le langage nous permet d'en discuter de façon sereine, posée, et sans nécessairement arriver à une certaine forme de violence. La violence surgit au contraire lorsqu'on n'arrive plus à échanger autre chose que des coups. Donc je crois qu'il y a une conclusion extrêmement générale ici que l'apprentissage du langage a une influence profonde. Elle n'est pas unique, mais elle est profonde. Elle est extrêmement précoce. Retenez ça aussi. 3 ou 4 mois pour certaines de ces expériences. 3 ou 4 mois, on n'a pas l'impression que le bébé est en train d'apprendre la langue, mais c'est déjà quelque chose qui est en route depuis la naissance, en fait. Et tout ce qu'on pourra faire pour mieux stimuler les enfants, je pense bien sûr à la crèche, à la maternelle, et aux parents eux-mêmes, aura un effet déterminant sur l'apprentissage des concepts chez les petits-enfants. Voilà, merci de votre attention. Merci.